Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la formation continue. J'ai 4 invités pour venir creuser ce sujet avec nous aujourd'hui. Et je vais vous inviter à vous présenter pour notre public et pour les personnes qui nous suivent aussi en ligne. Bénédicte. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Donc Bénédicte de Raffelis-Soissons, je suis la CEO et fondatrice de Clustry. Et on a construit Clustry pour rendre la gestion des carrières, qui est notre thème aujourd'hui, accessible à tous les collaborateurs d'une entreprise, au travers de ce qu'on peut appeler un career coach, qui va utiliser l'intelligence artificielle et des algorithmes qu'on développe sans biais pour, un, détecter les compétences et appétences des collaborateurs, et deux, les accompagner à chaque étape de leur parcours dans l'entreprise avec des recommandations personnalisées de poste, parcours, formation, mentor, etc. Bonjour, Benoît Thiers, donc je suis directeur général de ISNCF, c'est-à-dire l'entité qui est en charge de la transformation numérique du groupe dans toutes ses dimensions. Bonjour, Carole Mangui. Donc moi, je suis la cofondatrice de Wiser Skills. Wiser Skills, c'est quoi? En fait, c'est un coach de carrière virtuel qui va permettre à des collaborateurs, quels qu'ils soient, de mettre des mots sur ce qu'ils savent faire, donc de valoriser leurs compétences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, de mettre des mots sur ce qu'ils aiment faire, parce que c'est extrêmement important de savoir ce qu'ils ont envie de faire au travail. Et sur cette base-là, on va accompagner les collaborateurs pour qu'ils puissent identifier finalement les métiers qui leur correspondent le plus et les actions de développement qu'ils doivent mener pour développer les compétences dont ils auront besoin demain. Donc voilà. Alors moi je m'appelle Romain Paillard, je suis un des cofondateurs du Wagon. Le Wagon, c'est une école de formation à la programmation. Donc ça s'appelle un bootcamp. Ça dure 9 semaines, c'est très intensif. L'objectif, c'est qu'au terme des 9 semaines, vous soyez autonome en développement web, donc soit pour vous lancer en tant que freelance, soit pour vous lancer votre boîte, soit pour être recruté en qualité de développeur web ou de product manager, ce genre de nouveau boulot. Merci à tous les 4. Et je suis Margot Pelaine, la fondatrice de Learning Studio, qui est un collectif de freelance sur ces questions de travail et de formation. Donc on parle de ce sujet aujourd'hui. Il y a une actualité assez chaude sur la formation professionnelle. Romain, la première question sera pour toi, parce que vous venez d'être reconnu avec votre formation. Et parce que je sais que tu es aussi avocat de formation, maintenant entrepreneur, donc la formation a aussi eu... disons que tu as pu changer de carrière assez facilement. Est-ce que tu peux nous raconter ? Que je raconte quoi? Le changement de carrière? Oui, pardon. Oui, alors effectivement, on est... Ouais, je suis désolé, je parle un peu fort. C'est bizarre d'être assis en face de soi, on est énorme. Bienvenue en 2019. On est certifiant niveau 2 depuis 2 mois, ce qui est un peu important pour nous, parce qu'en fait, en 9 semaines, on obtient un diplôme qui est d'un niveau Bac plus 3, Bac plus 4, donc on est probablement la seule en termes de ROI, formation à permettre ça en France. Moi j'étais avocat, j'ai lancé le Wagon avec mon frère il y a 5 ans, et j'ai pas vraiment bénéficié de la formation professionnelle telle qu'elle existe, des financements, etc. Ce qui est un peu dommage, donc je me suis un peu fait tout seul mon expérience, mais la réforme récente justement, je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle permet beaucoup plus de visibilité sur la formation professionnelle et sur ce qu'on peut se payer comme formation. C'était large comme question. C'est vrai. Ouais, ok. Non, mais moi je me suis pas formé en fait pour devenir entrepreneur, parce que je suis pas persuadé que ce soit facile de se former littéralement pour devenir entrepreneur. Merci. Donc ma carrière en formation continue, Bénédicte, vous nous avez parlé de Clustry. Comment est-ce que vous comprenez ce sujet aujourd'hui et de quelles compétences parle-t-on ? Alors, pour moi, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est que quand on parle de ce sujet, ce qu'on évoque derrière, c'est justement que la notion de métier n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on définit un collaborateur par « je suis directeur marketing, je suis sales, je suis chef de projet ». Demain, je pense qu'on définira beaucoup plus un collaborateur par le panier de compétences et d'appétences qu'il a, et que les compétences seront la façon dont on va recruter, évaluer et développer nos talents. La deuxième dimension, qui fait peut-être un petit peu écho à ce que tu dis, c'est que, selon moi, l'expérience sera la nouvelle formation demain. C'est-à-dire que le sujet de la carrière en formation continue, c'est celui du développement de l'employabilité continue du collaborateur dans l'entreprise, avec de l'expérience, des projets, de la formation, du mentoring, et ça devient la responsabilité de l'entreprise de développer ça, et même en dehors du scope du métier de chaque collaborateur. Donc ça, c'est une dimension qui est aussi importante, et je pense, troisième dimension, c'est en fait arrêter de penser la carrière comme quelque chose
chose de très ponctuel. Voilà, je pense à ma carrière une fois par an quand j'ai mon éval avec mon manager, mais comment est-ce qu'on en fait un sujet du quotidien quand on arrive dans son poste, quand on grandit dans son poste ou quand on est prêt à changer de poste. Et donc ça demande de relever pas mal de challenges. Le premier, c'est de mettre les compétences au cœur, faire des compétences la monnaie d'échange du marché du travail demain. Et la deuxième dimension, c'est redonner la main au collaborateur pour qu'il autogère sa carrière, sachant que c'est pas son job de le faire. Donc il a aucune idée des compétences qu'il a, il sait pas comment il peut grandir dans une entreprise. Donc comment est-ce qu'on détecte ses compétences, ses appétences, comment est-ce qu'on lui fait des recommandations personnalisées, comment est-ce qu'on s'intègre à ses outils de travail, comment est-ce qu'on lui parle en langage naturel. C'est tous les enjeux que nous on relève chez Clustry. Merci. Benoît, vous êtes donc à la SNCF qui emploie plus de 150 000 personnes. Il y a donc d'énormes enjeux avec la formation. Comment est-ce que vous le vivez et quelle expérience est-ce que vous proposez à vos collaborateurs pour ça? Alors déjà, on est sur un métier, nous, qui a peu d'équivalent. Donc, quelque part, on a, dans les formations initiales, en fait, assez peu de formations qui conviennent à nos métiers, un conducteur de train, etc. Donc, on dépense énormément d'argent à former initialement nos collaborateurs. C'est à peu près 40% du budget. Dans une boîte comme SNCF, qui a à la fois 80 ans et à la fois un potentiel de projection dans le futur grâce à la mobilité qui est absolument fantastique, en particulier en combinant ces assets physiques et logiques. Évidemment, le sujet de la formation est un sujet central dans un monde qui s'accélère. À la fois sur les populations techniques, les miennes par exemple, mais à la fois pour tous les collaborateurs du groupe, puisque le métier d'aujourd'hui n'existera plus demain, comme ça vient d'être dit. Donc l'idée, c'est vraiment de passer de cette logique de formation à des métiers à cette logique de formation, d'acquisition de compétences. Ça vient d'être dit aussi. L'idée, c'est vraiment ça, et c'est vraiment de se dire, le collaborateur ne doit jamais être en méconnaissance de ce qui se passe autour de lui, sinon il est extrêmement inquiet. Et qui dit méconnaissance, qui dit risque de méconnaissance, dit en fait que la meilleure réponse, c'est lui donner de l'autonomie pour qu'il puisse se mouvoir dans ce qu'on pourrait appeler sa carrière, mais qui sera de moins en moins une carrière, mais plutôt un parcours, en fonction de ses envies et de ses compétences physiques. Et je reviens à ce qui vient d'être dit, la partie envie, soft skills, c'est la partie qu'il faut véritablement, sur laquelle il faut véritablement travailler, parce que le collaborateur, en règle générale, sous-estime sa capacité. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de le positionner au centre, pas avec des affiches dans les couloirs, nos talents ont du talent, ou je sais pas quoi, mais vraiment de manière extrêmement opérationnelle, en proposant des outils et en plaçant l'humain au cœur du dispositif de transformation, en particulier de transformation numérique. D'accord. Et vous avez une école en interne? Oui, on a monté une école du numérique. Oui. Ça, c'est un point d'importance, parce qu'on se dit souvent, on caractérise, on a les sachants, par exemple mes collaborateurs, les 2000 ou 3000 collaborateurs qui sont en charge du numérique. En fait, ils sont aussi paumés que les autres, c'est-à-dire quand vous êtes un spécialiste du disque magnétique, c'est pas si facile que de passer sur de l'algorithmie, de transfert de données à travers les continents, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de ne jamais laisser qui que ce soit au bord, sur le trottoir, si j'ose dire, de véritablement emmener tout le monde dans une logique end-to-end, parce que ce monde a vraiment créé quelque part des verticalités, et celles-là sont dangereuses parce qu'il ne faut jamais perdre le sens de la boîte, qu'est-ce que l'on veut faire pour nos clients, etc. Et donc, on emmène ces gens-là comme on emmènera nos collaborateurs. Et pour les collaborateurs du groupe, le principe est relativement simple, c'est un principe de passeport. Vous faites l'acquisition, si je puis dire, au travers d'une formation courte, d'une sorte de passeport numérique. Et ce passeport vous permet d'accéder à des voyages vers l'intelligence artificielle, des voyages vers le big data, des voyages vers X, Y ou Z, en fonction de son appétence. Et à chaque fois qu'on peut le constater, dès lors qu'il y a envie, il y a réussite. Et parfois, il y a le TGV. C'est le bootcamp. Quel est ce format et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le bootcamp, c'est un format intensif, en présentiel de 9 semaines. On travaille notamment de plus en plus avec des corporates. Nous, à la base, on s'adresse aux individus. On travaille de plus en plus avec des grosses sociétés. On répond en fait à un besoin de reconversion. En fait, on répond à un besoin qui n'existait pas il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, les entreprises avaient presque peur d'envoyer leurs salariés au wagon parce qu'ils avaient peur de ne pas le récupérer en sortie.
Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on réalise qu'il y a des postes, il y a des jobs qui deviennent obsolètes, où il y a des gens qui sont plus vraiment au bon endroit, à la bonne place, et il y a un besoin soit de reconvertir ces profils en interne, soit à minima de maintenir leur employabilité. En fait, aujourd'hui, il y a une sorte d'obligation, enfin, de mon point de vue, de l'employeur en fait, de former. C'est une obligation pour moi qui pèse sur l'employeur de former son salarié, et à laquelle répond d'ailleurs un devoir du salarié de se former. Je pense que le salarié ne prend pas assez l'initiative de se former et c'est très dommage. Voilà. D'accord. Et c'est d'ailleurs une obligation légale, effectivement, de la part de l'employeur. Ouais, mais en fait, on sort d'une période très obscurantiste sur les accès à la formation, le DIF, etc. C'était vraiment très très compliqué. C'était des méandres administratifs imbitables, désolé pour le mot. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus lisible. Et donc, le citoyen, je ne parle même pas d'employé, hein, le citoyen a un devoir de mobiliser cet argent et de se former. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est un vrai devoir. D'accord. Et on va d'ailleurs y revenir tout à l'heure. Carole, une question par rapport à la vision de l'outil que vous avez. Vous avez mis au point un prototype pendant un hackathon avec La Poste. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours et la vision que vous aviez pour ce produit ? En fait, nous, à la base, on n'était pas du tout dans l'idée de créer une start-up, on était consultants, on travaillait sur les métiers de demain, sur le digital, les nouvelles compétences à développer, les soft skills, etc. Et on a travaillé notamment avec le groupe La Poste sur finalement quelles sont les compétences que nos amis postiers doivent développer à horizon 2020-2025. Et en travaillant sur ce sujet-là, on avait un sujet qui était de se dire, mais finalement, on sait très bien, mais qui a les compétences ? Est-ce qu'il faut qu'on forme 100 000, 200 000 personnes, puisqu'on parle quand même de 260 000 en tout, et quel est finalement le gap qu'on a à réaliser, puisque c'est quand même le premier sujet, c'est d'où part l'entreprise et où est-ce que je dois l'emmener. L'autre sujet qu'on avait, c'est qu'à La Poste, il ne vous s'échappera pas qu'il y a des grosses transformations. Vous avez le courrier qui plonge, vous avez le colis qui grandit, et puis la banque qui se développe énormément. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que derrière ça, vous avez des gens qui ont des métiers, qui vont devoir en fait passer d'un métier à un autre avec des passerelles de mobilité où il va falloir être un peu innovant, parce que si on commence à se dire que pour faire un banquier, il faut obligatoirement un banquier, on n'avance pas. Et donc du coup, les deux notions, la notion 1, d'ouvrir les passerelles, donc de passer, comme le disait Bénédicte, à une vision par la compétence, et deuxième sujet, de prendre les compétences et les motivations, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des jobs aujourd'hui où les compétences, finalement, on n'en aura pas besoin demain. Il va falloir qu'on les fasse grandir sur d'autres compétences. Donc pour ça, il va falloir qu'ils fassent un effort. Autant les emmener sur des métiers où ils vont s'éclater et peut-être qu'en passant par le wagon, après, derrière, qu'ils pourront vraiment faire une reconversion professionnelle. Et ce qui est vrai, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui et surtout demain, on va tous être amenés en fait à avoir des parcours de carrière qui seront beaucoup moins linéaires, beaucoup plus ouverts. Et finalement, tout ça, ça repose sur un premier socle. Le premier socle, c'est quoi ? C'est que moi, en tant qu'individu, je sache quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et derrière, que je puisse me dire, voilà, ok, ça, c'est plutôt sur ça que j'ai envie de travailler, je vais développer telle compétence, et que je puisse me mettre en mouvement. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, on a quand même une grande majorité des gens, quand vous leur demandez c'est quoi tes compétences, ils ne savent pas les répondre. Et même quand vous regardez sur LinkedIn ce que vous mettez, on a tous mis 3 trucs, mais ce n'est pas forcément très bien travaillé. Et donc il y a besoin d'accompagner les gens aujourd'hui sur c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes motivations, par un questionnement adapté, pour les mettre en mouvement, et derrière ouvrir le champ de possible dans l'entreprise, avec un garde-fou qui est important, c'est ne pas faire de surpromesses. Parce qu'en fait, c'est super les algorithmes, etc. Nous, on a un algorithme de matching, mais le premier sujet, c'est d'être sûr que ce qu'on met en place, ça ne fait pas rêver et que ça ne crée pas quelque chose de contre-productif. Donc du coup, c'est finalement qu'est-ce qui est accessible, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et par rapport à cette cible que je me donne, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me développer. Et comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'on veut faire ? Parce que c'est quand même malheureusement une posture assez classique de ne pas savoir ce qu'on veut faire quand on sera plus grand. En fait, déjà, le premier, c'est de pouvoir en fait, se dire qu'est-ce qui existe. Et en fait, le premier problème quand on est dans une entreprise, notamment dans un grand groupe, c'est qu'il est souvent plus facile de trouver ce qu'on pourrait faire en dehors du grand groupe que dans le grand groupe. Et donc, c'est là où les algorithmes de matching ont un intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous amener à regarder l'entreprise d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un grand groupe ou dans une plus petite boîte, vous allez devoir aller sur la bourse de l'emploi pour chercher que vous voulez être chef de produit. Super. Sauf que, globalement, si vous êtes dans un autre métier que le marketing, chef de produit, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ce qu'apporte la technologie, c'est que par rapport à qui vous êtes, elle va vous faire des recommandations. Et elle va vous dire, tiens, tu es proche du métier de chef de produit, tu es proche en compétences,
Attention, il faudra quand même que tu développes telle ou telle compétence sur le marketing, peut-être digital, parce que là-dessus, tu n'as rien. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce métier-là, il a des caractéristiques qui font que tu vas t'y sentir bien. Parce que tu vas travailler en équipe, parce qu'il y a une dimension de créativité, d'innovation, etc., un certain nombre de choses. Et donc, du coup, il va m'amener à me questionner. Et c'est là, en fait, où je vais me dire, tiens, c'est pas bête. C'est en fait le travail qu'on demande encore aujourd'hui, parce que je parle en passé parce que j'étais étudiante il y a longtemps, mais en gros, quand on est au lycée, qu'on nous dit, tu veux faire quoi ? Alors à mon époque, ça date un petit peu maintenant, on me disait, tu veux faire S ou tu veux faire ES, tu veux faire éco ou scientifique, grosso modo, et puis peut-être littéraire. Et puis en même temps, derrière, on se disait, mais c'est quoi les emplois derrière, c'est quoi les métiers ? C'était très théorique. Et en fait, pour identifier là où on veut aller, il faut qu'on ait finalement de l'information adaptée par rapport à nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que dans notre plateforme, quand vous regardez un métier, vous allez avoir des informations qualitatives sur ce métier. Une vidéo de quelqu'un qui pratique ce métier, qui me donne quelque chose de concret. Vous allez voir que pour faire ce métier, il vous faut développer ça. Et puis peut-être, pourquoi pas, après basculer sur des actions du type Vie ma vie ou autre, que mettre en place plein de boîtes. Mais globalement, pour découvrir ce que vous voulez faire, il y a un moment, cette notion de matching entre votre individualité, entre qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, et ce qui est possible de faire. Merci. Benoît, dans l'école du numérique, vous avez développé un projet de formation qui s'appelle Imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, autour de la table, d'aucuns seraient encore plus à même de le décrire, mais l'idée, c'est justement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire je m'auto-déclare ou j'auto-déclare mes compétences, dont il faut savoir qu'elles sont très très souvent sous-estimées. Et l'idée, c'est à partir de ça, et à partir du portefeuille des possibilités, véritablement de se frayer un chemin, avec le droit à l'erreur par rapport à ce chemin. Mais en tout cas, et par rapport à la question que vous avez posée précédemment, et par rapport aussi à la dernière table ronde, je pense qu'il faut aussi, au travers d'outils tels que Imagine, laisser à penser que la sérendipité qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de trouver ce qu'on ne cherche pas, est aussi possible. Et que, quelque part, avoir la confiance dans le potentiel individuel, dans son propre potentiel et dans le potentiel offert par l'entreprise, c'est extrêmement important parce qu'à un moment, il faut quand même se laisser un peu porter, même si, évidemment, on est tous et on doit tous être très attentifs à son propre parcours. Donc l'idée, c'est ça. C'est, j'ai un outil qui accompagne bien ma démarche de pilotage de mon employabilité, au sens, non pas du métier de demain, mais des compétences que je souhaite acquérir. Merci. Donc on parle beaucoup de l'employé et de l'apprenant. Il y a aussi une posture qui change avec avec la possibilité de ces nouveaux outils, et c'est notamment le rapport au manager et au RH qui change. Bénédicte, qu'est-ce que vous avez appris avec Clustry à ce propos ? Avant, je veux bien rebondir sur certains points qui ont été évoqués et que je trouve intéressants. Deux dimensions un peu techno. Quand on parle de compétences et d'algo, je pense qu'il y a un sujet qui est clé, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les algos, justement, cassent les biais. Avec des algos basés sur les compétences, où du coup, on dépasse la notion d'expérience, de métier, de prestige de l'école. Et ça, c'est une responsabilité que les entreprises doivent prendre. Et la deuxième dimension, c'est bien beau de parler justement de compétences, d'appétences, etc. Il y a un sujet qui est clé et qu'on aborde assez peu, c'est la capacité d'une entreprise à comprendre les compétences qu'elle a. Parce qu'en fait, chaque personne exprime ses compétences différemment. Je peux dire j'ai la compétence Python, ou je peux dire je suis capable de gérer des projets complexes à l'international avec une dimension industrielle. Et chaque individu exprime sa compétence de façon très libre et différente d'une BU à une autre, d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre. Et je pense que la clé, justement, c'est d'être capable de comprendre la donnée compétence qui est complexe et qui est chaotique en faisant en sorte d'avoir une taxonomie universelle, ouverte et dynamique et non pas des référentiels fermés qui fait qu'en multilingue, quelle que soit la façon dont on exprime ses compétences, qu'elles soient contextualisées dans une industrie, dans un métier, on soit capable de les rapprocher et de les comprendre sémantiquement, contextuellement. Et donc ça, c'est un sujet clé. Nous, on a commencé à faire énormément d'algorithmes et là, en fait, on sort le premier référentiel universel et dynamique de compétences avec 55 000 références qui nous permet d'adresser tous les secteurs d'activité. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est clé.
Et pourquoi c'est important maintenant ? On le voit justement, bon, on l'a dit, les compétences évoluent très rapidement, elles sont de plus en plus obsolètes rapidement. On ne sait pas demain les compétences dont on aura besoin, donc c'est important de développer la transversalité, la capacité d'adaptation chez les collaborateurs et donc son employabilité. Et ça, c'est un rôle qui va de plus en plus incomber aux managers parce qu'un RH peut accompagner. Aujourd'hui, en fait, pour avoir un vrai accompagnement, il faudrait qu'un RH puisse s'occuper de 50 personnes. Et ce n'est pas le cas, on a plutôt des quotas qui sont, allez, un RH pour 350-500 personnes. Donc 5% de la population est accompagnée, 95% est livrée à elle-même en disant voilà une bourse à l'emploi et puis débrouille-toi mon grand. Donc comment est-ce qu'on fait du manager justement un RH de proximité qui va développer les compétences de ses collaborateurs mais au-delà de leur scope, c'est-à-dire que je suis VP Sales, mes sales, je ne vais pas uniquement les développer sur des compétences commerciales, mais je dois développer leur capacité d'adaptation, leur capacité demain à occuper un métier très différent dans l'entreprise pour créer des passerelles, pour créer de la transversalité et ça c'est clé. Et c'est intéressant parce que nous on accompagne des clients comme la SNCF, mais aussi Orange, Sanofi, Carrefour, etc., qui au départ, il y a 3 ans, ont commencé en adressant le RH, en disant c'est un outil pour les RH, et qui aujourd'hui ouvre aux managers et aux collaborateurs. La SNCF ouvre aujourd'hui à 30 000 collaborateurs pour dire vous allez autogérer votre carrière, vous allez être capable de développer votre employabilité à chaque étape de votre parcours. Donc c'est assez important, notamment dans un univers aujourd'hui, un environnement où de plus en plus, on ne construit plus sa carrière, mais on la consomme, et où le collaborateur a des attentes justement de son entreprise sur comment est-ce que je me développe en interne, j'ai envie de pouvoir évoluer librement entre des métiers, entre des BU, entre des pays, et j'ai envie que mon entreprise me permette de faire ça. Et tout à l'heure, tu disais, le grand groupe, on a l'impression que c'est plus facile d'évoluer en externe qu'en interne, mais en fait, dans des grands groupes, il y a une diversité de métiers absolument incroyable qu'on rend peu visible aux collaborateurs. Et la première chose qu'on doit changer, en effet, c'est la posture managériale qui, quand il recrute, a tendance à être averse au risque. Donc comment est-ce qu'on arrive à le convaincre qu'il peut prendre quelqu'un de la R&D pour faire du marketing ? D'accord. Donc sur le référentiel de compétences dont vous parliez, on arrive à j'allais dire keep track, je suis désolée, à se rendre compte en continu de l'évolution des différents métiers, mais aussi des rôles. Comment est-ce qu'on peut arriver à anticiper l'évolution de certains de ces métiers pour faire en sorte que le salarié, enfin que le manager ou quel que soit le type de contributeur d'ailleurs, parce que ça aussi c'est en train de se compliquer dans un monde où il y a de plus en plus de freelance, mais arrive à grandir en même temps. À la fois le poste qui se développe et qui grandit, et faire en sorte que la personne soit bien dans son poste aujourd'hui, mais aussi demain. Alors déjà justement, en s'affranchissant de la notion de métier et en descendant à un niveau de granularité qui est plus fin, qui est celui de la compétence. Quelles sont les compétences que ce métier me permet de développer, celles qu'elle me demande de mettre en place, et ensuite en faisant en sorte justement que c'est pas uniquement quand j'ai mon éval avec mon manager ou quand je veux changer de poste que je vais me développer, mais que l'entreprise puisse me permettre avec du mentorat, avec de la formation, avec du contenu, des podcasts, des vidéos, etc., avec en fait une fertilisation croisée de pendant 3 mois je vais bosser dans une autre entreprise où je suis dans une équipe projet et je vais travailler avec du marketing alors que je viens du produit, qu'on arrive à développer des compétences beaucoup plus larges que celles qui sont demandées dans notre poste actuel. Et pour ça, c'est avant tout un changement dans la culture de l'entreprise, dans la façon de l'entreprise d'opérer ses ressources humaines. Et c'est pour ça que notre sujet, aujourd'hui, c'est pas tellement un sujet outil ou un sujet RH, c'est vraiment un sujet de transformation et de vision d'entreprise par rapport au développement de l'employabilité de ses collaborateurs. Merci. Et qui dit d'ailleurs, qui dit évolution dit aussi mobilité, et il y a un certain nombre de blocages qu'on peut avoir par rapport à la mobilité interne. Carole, comment est-ce que vous fluidifiez cette mobilité interne aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a une première chose, on en a parlé, c'est le côté biais. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tous grandi dans quelque chose où, en tant que manager, on se dit je vais réduire mon risque en prenant quelqu'un qui est déjà apte, etc. Donc ça, c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Il y a un premier sujet qui est important, c'est que les outils dont on parle, ils ne sont là que pour fluidifier quelque chose. Ils ne remplacent en aucun point ce que font les RH et les managers. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que ce qu'on observe, c'est quand on déploie des outils comme ça, on a certains collaborateurs, managers, RH qui disent « la machine l'a dit, donc c'est bon ». Sauf que la machine, elle dit juste des choses, parce qu'elle prend des lunettes, elle dit on regarde les choses différemment pour enlever les biais et pour ouvrir les passerelles. Maintenant, derrière, il y a quand même le travail, que ce soit du manager ou de RH, parce que ça va dépendre des boîtes. Les boîtes ne travaillent pas de la même manière, ce que fait un RH ou un manager. Le principal point, c'est que finalement, il y a un accompagnement. Et cet accompagnement, il est humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment,
Il faut échanger avec la personne et l'accompagner pour qu'elle prenne un nouveau poste, qu'elle prenne une nouvelle formation et qu'elle se développe. Il y a un autre point qui est qu'il faut rendre plus transparent le marché de l'emploi. Pourquoi ? Parce que sur les bourses de l'emploi, on s'aperçoit que souvent, ça dépend des boîtes, mais bon, le poste, il est posté, il est pourvu. Ou alors, le poste est posté, mais il est décrit de manière tellement détaillée que n'importe qui le lit et se dit j'ai pas les compétences, parce qu'il faut déjà avoir 3 ans d'expérience sur le marché, il faut déjà avoir... Et du coup, je m'auto-censure. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est de dire, pour lever cette auto-censure, qu'est-ce qu'on va faire ? On va du coup pouvoir dire à la personne, regarde un peu les choses différemment. Je vais prendre un exemple super concret. À la Société Générale, où on est déployé sur l'ensemble du réseau français, je rencontre quelqu'un qui est assistant directeur d'agence. Donc vous voyez la taille d'une agence, en gros c'est 5 à 8 personnes dans une agence. Cet assistant directeur d'agence est allé sur la machine et la machine lui a dit tu pourrais peut-être faire conseiller en gestion de patrimoine. Le gars me raconte ça et je lui dis vous êtes super sympa, c'est parce que je suis la créatrice, mais à un moment, conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes 5 dans l'agence, le conseiller en gestion de patrimoine, vous prenez le café avec lui tous les matins, quoi. Et le gars me dit mais non madame, moi je suis assistant directeur d'agence. Dans ma tête, assistant directeur d'agence, ça donne directeur d'agence après. Et vous savez madame, moi j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie d'être sur ce type de carrière. Par contre, ce que j'ai vu avec votre outil, c'est quoi ? C'est que je pouvais faire conseiller en gestion de patrimoine. Et du coup, j'en ai parlé avec mon manager. J'en aurais jamais parlé sans ça. J'en ai parlé avec mon N+2. Et aujourd'hui, je suis sur un track de formation pour passer dans ce qu'on appelle une filière d'expertise. Parce qu'il y a un autre sujet qui est important, c'est qu'avec ces outils-là, on a la capacité de développer des filières d'expertise et de les valoriser. Et c'est aussi un autre frein à la mobilité. Pourquoi ? Parce que ça fait X années dans les entreprises qu'on dit si tu veux grandir, il faut que tu encadres plus de gens et que tu deviennes manager. Or, en même temps, aujourd'hui, on est en train de faire quoi ? On est en train de passer à l'agile, on est en train de changer et on est en train de réduire les grades managériaux. Et donc, c'est intéressant aussi de montrer et de mettre en lisibilité les parcours d'expertise. Et il y a un autre sujet qui est après, pour déverrouiller la mobilité, d'amener les gens aussi à se dire c'est possible, vous pouvez faire autre chose. C'est pas parce que ça fait 20 ans que vous êtes en back-office à traiter des chèques que c'est fini, que vous n'allez plus rien faire après. Vous avez d'autres compétences. Et là où on peut aussi valoriser, nous c'est ce qu'on fait, on valorise les compétences extra-professionnelles. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez un collaborateur, il est trésorier d'une association le week-end. Il a développé des compétences qu'on ne connaît pas. On prend souvent plutôt le blog ou la vidéo ou autre, parce que c'est vrai que c'est des compétences digitales qui sont intéressantes, mais il y a des compétences autres que les gens développent qui ne sont pas connues de l'entreprise. Et grâce à ça, en fait, comme on connaît toutes les compétences des personnes, on ouvre les passerelles et on arrive en fait finalement à mieux matcher le profil de la personne avec ce qui est possible dans l'entreprise. D'accord, merci. Donc c'est aussi une évolution du manager, et ce qui veut dire que quand on apprend, il faut aussi apprendre à désapprendre, ce qui peut être encore plus compliqué parfois. Comment est-ce que vous voyez ça à la SNCF ? Je ne pense pas qu'il faille désapprendre. Je pense qu'au contraire, on se nourrit vraiment de toute son expérience. Par contre, ce qu'il faut véritablement, c'est être capable le sujet de la formation, c'est le sujet central de la transformation des boîtes. C'est vraiment, on est au cœur du dispositif. C'est la formation de nos 150 000 collaborateurs ou 250 000 suivant comment on compte. C'est ça qui va permettre à l'entreprise de jumper dans son futur. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est l'essentiel, si je puis dire, de la transformation. Donc on a notre propre expérience. Si je prends un contrôleur, on sait très bien que demain, il ne contrôlera plus. Par contre, son expérience acquise dans le métier de contrôleur va lui permettre d'être en capacité d'apporter des services à nos voyageurs que personne d'autre n'aurait pu offrir. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est cette notion de passerelle permanente par rapport à une appétence intrinsèque à chacun des profils. Et puis, par rapport aux mobilités qui viennent d'être exposées, je pense qu'effectivement, ce n'est pas si facile que ça dans un groupe comme le nôtre ou dans tous les grands groupes de montrer et de démontrer la possibilité d'être mobile. Quand on prend quelqu'un qui a fait des études de statistiques, de mathématiques, qui est contrôleur de gestion quelque part, qui a une formidable appétence pour devenir demain un data owner ou peu importe le type de poste, data scientist par exemple, eh ben, c'est pas forcément simple
pour lui de se dire que ça lui est accessible. Donc voilà, c'est ça. C'est véritablement être en capacité de s'autoriser, en fait, d'aller vers l'avant. Et pour ça, je pense que la meilleure des voies, c'est de supprimer la méconnaissance, de vraiment donner à tout à chacun la capacité à comprendre ce que sera demain, et donc toute l'appétence, et d'essayer de délivrer l'appétence pour y parvenir. Très bien. Donc, on est là sur le thème de l'entreprise apprenante dont on a parlé plus tôt, qui dit entreprise apprenante dit aussi les bons partenaires pour arriver à ça. Romain, vous avez tout à l'heure parlé des besoins dont vous épargnent les entreprises. Quels sont ces besoins aujourd'hui et les grandes catégories ? Alors, il y a 3 niveaux de besoins. En fait, c'est hyper intéressant ce que j'entends depuis tout à l'heure. Et il y a un truc que je constate, qui est quand même assez évident, c'est qu'on sort de cette approche catalogue en fait, qui a eu pendant des années de la formation. Et c'est une bonne chose. Je prends un chiffre un peu bête, mais il y a 65% des élèves de l'école primaire aujourd'hui qui feront des métiers qui n'existent pas plus tard. Donc avoir une approche catalogue où on référence des formations, etc., ça n'a aucun sens. Il faut que dans l'ADN de l'entreprise, il y ait de la formation, il y ait de l'accompagnement, enfin il y ait tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Puisque de toute manière, on ne peut pas former des gens à des métiers qui n'existent pas encore. Donc ce qui est important, c'est d'avoir cette approche, entre guillemets, académique, quoi, d'accompagner les gens, de répondre à leurs besoins, de leur donner envie de se former, de leur donner envie de progresser, de casser les différentes verticales dont on parle depuis tout à l'heure. Je pense que quelqu'un qui a envie de, je sais pas, qui vient qui fait du guichet et qui veut devenir comptable, il peut devenir comptable à horizon 5, 10 ans, voilà, mais il faut lui donner la possibilité de devenir comptable. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît évident aujourd'hui, et c'est une responsabilité de l'entreprise parce que, en fait, l'école, allez, au maximum, si vous faites des études supérieures, ça va être 10 ans. À partir du lycée. L'entreprise, vous allez y passer 20, 30 ans. Donc, quelque part, c'est logique que l'entreprise prenne le relais sur l'éducation. On parle de formation, pour moi, on est quand même quasiment dans de l'éducation. Mais bref. Et du coup, notre approche, c'est celle-là. C'est de dire, ça ne sert à rien d'aller voir une entreprise et de lui dire, voilà, nous, on fait ça. On peut vous former à la data science, au code, à l'UX. Évidemment, on le fait. Évidemment, c'est notre cœur de métier. Mais cette approche-là, elle n'est pas bonne. Ce qu'il faut, c'est se poser autour d'une table, étudier les besoins réels, parce que pareil, tout ça c'est gangréné par des buzzwords. Voilà, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans des réunions où on disait il faut qu'on forme des data scientists, et quand on creuse un peu, qu'on demande de quelles données vous avez besoin, pour en faire quoi, etc., il n'y a pas vraiment de besoin. C'est des besoins différents. Enfin, c'est des choses en fait qu'il faut analyser, il faut passer du temps dessus. Il faut auditer tout ça avant d'apporter une réponse. Et nous, c'est notre approche. C'est pas de dire, voilà, on peut vous faire ça, ça et ça, comme le font en fait les organismes de formation depuis qu'ils existent, quoi, les gros monstres de la formation. Et c'est de dire, bah voilà, on va créer cette culture au métier de la technologie dans leur globalité. Évidemment, on va vous former des experts, parce que c'est ce qu'on fait. On fait des programmes très intensifs pour former des experts, mais en fait, entre-temps, par exemple, cette personne-là, elle a des connaissances en algorithmie, et ben, ces connaissances-là, elles peuvent être ce qu'on appelle upskillées, c'est-à-dire elles peuvent être transformées, réactualisées, pour faire justement du développement web, pour faire, enfin, voilà, il y a des connaissances préalables. Quelqu'un qui est project manager, on peut le former au produit. Et bah, il va avoir un profil beaucoup plus intéressant, beaucoup plus actualisé. Voilà, il y a des chemins faciles, il y a des raccourcis faciles en fonction des connaissances de chacun. Et évidemment, alors il y a des besoins de reconversion aussi, alors c'est cela qu'on adresse également. Et en aval, je dirais, il y a une culture à créer, il y a une acculturation au métier de la tech à créer. Merci. Quand on parle de culture, justement, d'apprentissage, quelles sont les bonnes pratiques que vous observez, Bénédicte, dans les entreprises ? La première bonne pratique, c'est de laisser complètement la main aux collaborateurs. Très clairement, c'est-à-dire que définir des parcours dans le marbre avec la formation XYZ qui permet de l'acquérir, c'est quelque chose qui est obsolète, qu'on a du mal à mettre à jour, et où on ne va pas chercher les drivers et la motivation du collaborateur. Donc laisser la main au collaborateur et ensuite permettre un apprentissage croisé entre des équipes, mais aussi entre des entreprises. Moi, j'ai vu des entreprises qui faisaient de la coopétition, c'est-à-dire un programme de 3 semaines, 3 mois, 6 mois, où il y a un échange
de collaborateurs, qui peut être déjà, j'intègre un collaborateur dans un projet, dans une autre entreprise, dans une équipe potentiellement différente de celle dans laquelle il a l'habitude d'évoluer, et qui permet d'avoir un apprentissage de compétences, mais aussi d'un environnement différent, d'une industrie différente, et où on récupère ensuite un collaborateur qui est grandi par rapport à tout ça et qui va apporter un point de vue différent de l'entreprise. Donc oui, je dirais que c'est la pratique la plus innovante et intéressante que j'ai vue. Merci. Il nous reste 2 minutes avant de rendre l'antenne. Est-ce que vous avez une recommandation pour les entreprises, ou d'ailleurs pour n'importe quelle personne qui écoute, sur cette formation sur cette carrière en formation continue? Qu'est-ce que je fais pour continuer à me former? C'est toujours délicat ce genre de questions. Je réitère ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire on a chacun la liberté d'apprendre son futur. Hein. Et donc pour l'entreprise, il faut donner ce contenant-là. Et il faut donner aux ressources humaines la capacité de faire leur métier sans être embrigadés dans des processus qui leur prennent tout leur temps. Donc le digital est aussi pour ça. Et quand on va voir un conseiller carrière, l'idée c'est de passer du temps sur sa carrière, pas sur les processus afférents à sa carrière. Merci. C'est vaste comme question. Non, mais en gros, je pense qu'il faut entretenir la curiosité au sein de l'entreprise. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais je pense que c'est quand même toujours faisable. Il faut pousser les gens. En fait, les gens, c'est bête, hein, mais c'est hyper trivial ce que je veux dire. Hein. Sur leur fiche de paye, ils payent pour leur retraite, pour leur santé, pour leur chômage et pour leur formation. Voilà. Ça leur paraît évident de solliciter les 3 premiers droits. Le 4e, en général, il passe à la trappe. Utilisez-le à fond, utilisez ces budgets, formez-vous, profitez-en, quoi. Et en fait, cette culture de la curiosité, de continuer à se former, à apprendre des nouvelles choses, etc. Même si c'est des choses qui vous serviront pas en fait dans votre métier du quotidien, même si c'est des choses qui sont de la pure curiosité et des trucs très théoriques, allez-y. Allez-y. Mais ça, il faut que les gens aient besoin et envie. Enfin, aient envie. Cette envie-là, il faut la créer en fait quand on est employeur. C'est notre responsabilité. Merci. Je dirais 2 choses. 1, j'arrête de penser que c'est la responsabilité des autres. C'est pas la responsabilité de mon manager, c'est pas celle de mon RH, c'est la mienne. Si je veux continuer à me former, c'est mon employabilité que je développe. Donc, je prends conscience de ça et du coup, je suis demandeur et je suis proactif là-dessus. Et 2e dimension, j'arrête de stéréotyper la formation. La formation, c'est pas uniquement 3 semaines dans une école. En fait, je rencontre quelqu'un, je fais un meeting de 2 heures, j'apprends. Je bosse avec quelqu'un dans une équipe différente, qui a un métier différent, j'apprends. Je regarde une vidéo, j'apprends. Donc voilà, vraiment, j'investis sur moi-même à chaque étape et de plein de façons différentes. Je partage ce qui a été dit. Je pense que le premier sujet, c'est bien ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle, déjà on parle de formation. La réalité, c'est que quand on pense à la formation, on pense à du e-learning et à du présentiel. Or, aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on mobilise au quotidien tous dans notre vie professionnelle, en gros, c'est 10% de ce qu'on fait qui vient de la formation réelle, comme on le dit. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est de faire de la pédagogie pour justement expliquer que si on veut monter en compétences, c'est les échanges avec nos collègues, c'est le fait de lire un article, c'est le fait d'aller regarder des vidéos, c'est le fait de faire des vies ma vie, le fait de bouger. Et que ça, on ne peut pas se satisfaire de ce que l'entreprise nous donne et se dire « j'ai pas été formé, j'ai pas appris ». Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui bouge trop vite. Et si ce monde, il va pas s'arrêter de bouger. Et en fait, l'enjeu qu'on a tous collectivement, c'est de faire en sorte que chaque individu dans les entreprises, et même aussi toutes les personnes qui sont finalement, comprennent ça, et qu'elles deviennent actrices de leur employabilité. Alors quand je dis acteur de leur employabilité, ça parle à personne, mais en gros, c'est je me connais, je me prends en main, et je me développe. Pourquoi ? Parce que si je ne me développe pas, si je ne suis pas agile et que je n'ai pas ce jeu de jambes-là, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment, c'est très simple, il y aura d'autres personnes qui prendront les emplois et moi, je ne serai plus employable. Et à ce moment, et aujourd'hui, compte tenu de la transformation des métiers qu'on a opérée, c'est bien ça, c'est de se dire que ce n'est pas des formations, que de la formation présentielle classique, c'est tout un cocktail de choses. Et il se trouve qu'il y a une innovation qui est extraordinaire dans le monde de la tech et de la headtech. Et c'est ça qu'il faut que finalement chacun puisse prendre en main et aussi continuer de parler avec ses collègues et d'apprendre des experts internes et de se développer avec les autres. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Lève-toi et marche. Merci à tous les 4 pour cette belle discussion et à très bientôt. Merci.